Euradio. Aimez-vous l'Europe? Mögt ihr Europa? Do you love Europe? Amais Europa? L'interview d'Euradio. Bonjour Ryan Nézard, vous enseignez l'économie à Paris-Dauphine, vous êtes l'ancien porte-parole du parti du président de la République, La République En Marche. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que les citoyens européens reprochent à l'Union européenne? Alors, question difficile, hein. Ce qui va pas, si on essaye d'écouter ce que nous disent nos concitoyens, d'abord, c'est pas la même chose qui va pas pour les concitoyens français, pour les concitoyens polonais ou pour les Britanniques. Et si je regarde les Français, qui sont quand même ceux qu'on connaît le mieux intuitivement, il y a d'abord la question de la concurrence sociale. Je dirais que l'Union européenne et de manière générale la mondialisation sont perçus par nos classes moyennes comme un jeu à somme nulle. Au sens où ce que certains gagnent, les parts de marché que certains vont gagner, ça va se faire au détriment d'autres. Et donc tout le phénomène de désindustrialisation qu'on observe dans nos économies, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est en partie ce qui a motivé le Brexit, c'est le cas en France, c'est aussi ce qui fait la montée du vote Front National en France, c'est lié dans la perception à la construction européenne, à l'ouverture commerciale. Ensuite, ce qui va pas, c'est aussi ce qui est perçu comme un défaut d'efficacité au niveau de l'Union européenne, par exemple pour lutter contre la fraude fiscale. Quand on regarde le taux d'impôt sur les sociétés, les modalités d'impôt sur les sociétés, et qu'on compare les pays entre eux, on comprend assez aisément pourquoi certaines grandes entreprises peuvent se jouer de la concurrence et de la divergence de nos règles. Et en définitive, le coût collectif, il est massif. Enfin, si j'avais à dire, un autre sujet qui préoccupe nos concitoyens, il me semble que c'est la question des migrations, la question des frontières. Que sur ce sujet, il faut être lucide. L'Europe ne peut pas exister sans frontières. Elle ne peut pas acquérir une unité, une souveraineté politique si elle n'a pas une politique migratoire et notamment une politique d'asile commune. Et en même temps, si je puis dire, ça ne peut pas être simplement la fermeture, ça doit être aussi la solidarité dans l'accueil, et donc ça fera partie des discussions, des terrains de proposition, j'en suis sûr, qu'on évoquera dans les prochaines semaines. Et du coup, Xavier Bertrand, par exemple, disait notamment qu'il faudrait un deal avec le Brexit, ne serait-ce que pour les douanes. Et donc, que vous disiez au début, justement, sur les bénéfices économiques que les classes moyennes ne ressentent plus. Selon vous, c'est parce que les nouvelles générations des classes moyennes n'ont pas vécu ces moments où quand ils devaient exporter, il y avait les douanes, les délais de douane, les frais de douane, ça serait pour ça? Alors, au-delà des frais de douane, je pense qu'on appartient à une génération un peu paradoxale. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a 5 ans, en 2014, dernières élections européennes, ma génération, elle s'est abstenue à 75%. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises au niveau européen sur la question du climat, sur la question des migrations, sur la révolution numérique, des décisions qui vont impliquer des conséquences pour les 20, les 30 prochaines années, sont prises sans que notre jeunesse n'ait dit sa part de volonté générale. D'abord, ça, c'est un problème politique qu'on doit tous essayer de résoudre. Ensuite, la question du Brexit. Ce que démontre le Brexit, c'est qu'on peut quitter l'Union européenne. Chaque pays est souverain, chaque peuple est souverain et peut prendre cette décision en âme et conscience. Mais il y a des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a le fait qu'on ne peut pas bénéficier des avantages du marché intérieur, des avantages des financements européens, sans contribuer au budget, sans respecter les règles communes. Et donc, le plus probable, en tout cas c'est le scénario qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un retrait des Britanniques en bon ordre, si je puis dire, à savoir avec un accord qui sera conclu et qui permettra aux entreprises, le cas échéant aux particuliers, de continuer à circuler entre le continent et le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni ne pourra pas avoir, je dirais, best of both worlds, comme on dit en anglais. Donc oui, plutôt un soft Brexit qu'un hard Brexit. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter à la fois pour l'Union européenne et pour les Britanniques eux-mêmes. Mais en même temps, est-ce que ça ne donnera pas un mauvais exemple? À savoir des Britanniques qui partent et qui ne sont pas, entre guillemets, punis par l'Union européenne pour juste vouloir le beurre et l'argent du beurre. Moi, je veux pas l'Europe maison de redressement. Je veux une Europe de l'amour, une Europe de la solidarité. Au-delà de la formule qui peut prêter à sourire, si on n'est pas capable de convaincre les uns et les autres qu'on a plus d'intérêt à être ensemble autour de la table que d'être chacun séparé quand on va négocier avec Trump, quand on va négocier avec la Chine, quand on affronte ne serait-ce que les problématiques de défense et de sécurité qui sont liées à l'impérialisme russe dans certaines régions du monde. Si on n'arrive pas à convaincre nos peuples européens de cela, alors c'est fini. Et je ne crois pas que la technocratie bruxelloise, quel que fût son rôle historique dans la construction européenne, puisse suffire si derrière il n'y a pas un parlement, si derrière il n'y a pas une démocratie active, y compris d'ailleurs des associations, des ONG européennes, qui font ce travail politique. Donc je pense qu'il faut d'abord convaincre toutes celles et ceux qui aujourd'hui sont tentés par la sortie de l'Union européenne que ce n'est pas à leur avantage et qu'au contraire nous avons beaucoup de défis communs et qu'on a tout intérêt à les affronter ensemble. Et comment les convaincre justement avec ce qui existe déjà ou en développant encore plus ou en développant autrement?
Alors, un peu de tout ça, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur certains aspects. Par exemple, sur la question de l'immigration, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un système qui est fondé sur un principe un peu hypocrite, qui est de dire les États frontières de l'Union européenne, qui de l'Italie, qui de la Grèce, qui d'ailleurs de la Hongrie, doivent accueillir et doivent examiner en premier les demandes d'asile. Derrière, il n'y a pas de mécanisme pérenne de répartition de l'accueil des réfugiés. Et bien naturellement, des pays comme l'Italie, et c'est ce qui s'est produit lors du vote aux récentes législatives, disent à l'Union européenne, prenez votre part de solidarité. Nous voulons bien accueillir, mais encore faut-il que derrière, la charge de cet accueil, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, soit répartie équitablement au sein de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on fasse un saut, en tout cas c'est mon opinion, un saut d'intégration sur la politique de l'asile, pour qu'on ne puisse plus avoir ces situations ubuesques où on a une convention de Genève et 28 interprétations différentes dans l'Union européenne. C'est ce que disait du coup Jean-Claude Juncker pendant son discours sur l'état de l'Union, mais est-ce que vous pensez que c'est possible que ça passe, étant donné qu'il y a quand même déjà le groupe de Visegrad et d'autres pays, même l'Italie n'est pas prête, ne veut pas faire ce saut avec des gardes frontières européens qui viendraient sur son territoire. Ils ont déjà déclaré, en tout cas le gouvernement actuel a déjà déclaré qu'ils ne le souhaitaient pas. Au-delà des déclarations des uns et des autres, l'Europe, elle s'est toujours faite ainsi. Elle s'est toujours faite par les compromis. Et je veux dire, j'assume la part, y compris de frustration que cela peut générer. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'Europe d'un coup, comme dirait l'autre. On fait l'Europe par des compromis, on fait l'Europe en ayant une volonté et un cap clair, en disant là où on veut aller, en prenant en compte les interrogations, les craintes des uns et des autres. Mais sur le cas des migrations, l'Italie a tout intérêt à ce qu'on trouve une solution européenne. L'Italie sait bien que si elle sort de l'Union européenne, ou si nous n'avons aucune perspective de politique commune en matière d'asile, des demandeurs d'asile continueront à affluer en Italie. Et donc, elle aura, elle seule, à gérer ces afflux avec ses propres moyens qui sont limités par nature. De même, sur les questions, mettons, environnementales, il y a des pays, pas la peine de les citer, on les connaît, en Europe de l'Est, parfois même en Europe centrale, qui sont un peu plus hésitants, qui ne veulent pas des objectifs aussi ambitieux que ceux que les pays scandinaves, parfois la France, promeuvent. On leur dit tout simplement, on a des compromis à passer. Vous voulez l'Europe de la défense parce que vous savez qu'en face, votre territoire peut être menacé, et parfois même par le biais de cyberattaques, c'est ce qui s'est produit dans les États baltes. Construisons cette Europe de la défense, et à côté, construisons aussi cette exigence en matière environnementale, parce qu'à la fin des fins, si on ne prend pas aujourd'hui des décisions, ce sont nos futures générations, nos enfants et nos petits-enfants, qui en paieront les conséquences. Du coup, vous parliez du gouvernement italien qui est à droite, à l'extrême droite même, de la Hongrie, de la Roumanie même actuellement, qui est en débat auprès du Parlement européen, enfin, qui était en débat il y a 2 semaines. Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence directe, ce désamour de leur élection, que ce moment anti-européen est une conséquence directe de l'immigration, ces multifacteurs, ou c'est juste sur un seul facteur? Non, je crois qu'il faut là assumer une part de complexité. Regardez l'Autriche. L'Autriche, c'est un pays où il y a peu d'étrangers. Il y a eu des demandeurs d'asile qui ont été accueillis, mais il y a peu d'étrangers. C'est un pays où il n'y a pas de chômage. Je crois qu'ils sont à 5%, 4,5% de chômage. Donc, la montée des populismes, elle a des causes diverses. Mais je dirais que le point commun, c'est une critique des élites européennes, une critique des élites nationales, avec cette idée qu'au fond, celles et ceux qui nous gouvernent ne nous ressemblent pas et ne nous représentent pas. Et donc, si demain, nous ne faisons pas en sorte que l'Europe, de nouveau, parle à ses concitoyens, parle à tous ces acteurs de terrain, qu'ils soient économiques, associatifs, sociaux, alors nous aurons perdu la partie. Et donc, c'est pour ça que je parle de reconquête démocratique au niveau européen. C'est pas simplement, là on a parlé de changer telle ou telle politique, telle ou telle réforme. Il y a cet aspect mécano qui est indispensable, évidemment. Il faut pas promettre des chimères sans avoir le plan de bataille derrière. Mais il y a une vision. Il y a, je dirais, qu'il faut une exigence de renouer avec cet esprit européen. J'ai parlé d'esprit de compromis. Et c'est ça finalement qui nous a manqué, peut-être depuis 10 ans, peut-être depuis la crise, où l'Europe a été ballottée de crise migratoire, crise politique, crise économique. Elle a subi les événements. Maintenant, il faut reprendre l'initiative. Du coup, je vais passer du côté mécano, justement, dont vous parliez, à savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait pour ça. Parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de plans qui ont été proposés, le plan Juncker, toutes les mesures de tentative d'une intégration plus complète. Apparemment, rien n'a fonctionné et même les choses ont plutôt empiré. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Non, je serais pas aussi dramatique. Le plan Juncker, on peut le critiquer. Il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'avoir financé de mémoire un peu plus de 100 000 entreprises quand même dans l'Union européenne. Dans des temps de croissance molle, ça n'est pas quelque chose qui est négligeable. Je pense que la première chose à dire, c'est le cap. Où veut-on aller? Quelle Europe veut-on construire pour les 20, les 30 années qui viennent?
Moi, je ne veux pas une Europe de la fraude fiscale. Je ne veux pas une Europe qui ne respecte pas ses engagements climatiques. Je ne veux pas une Europe qui n'accueille plus les réfugiés, les malheureux à travers la planète parce qu'elle considérerait qu'elle est envahie ou qu'elle est menacée dès lors qu'elle se frotte à une culture différente. Dès lors qu'on a dit ça, et ça peut être des piliers, on avance, on propose un plan de bataille et on fait des compromis. Sur la question des traités, par exemple, naturellement, si on met sur la table la révision des traités à un moment donné pour dire, par exemple, le rôle du Parlement européen en matière de négociation de traités commerciaux, il doit être rehaussé, on doit avoir plus de transparence, et d'ailleurs même plus d'interaction avec les parlements nationaux, qui doivent être associés à la prise de décision à Bruxelles. Si on met tous ces sujets sur la table, je ne vous cache pas que ça va être difficile, mais peut-être qu'on aura des bons compromis à trouver. On nous a dit, quand on a voulu réformer le travail détaché, que c'était impossible. On nous a dit, la directive, elle est ancienne, elle date de 96, elle était déjà le fruit de compromis, vous n'arriverez pas à la changer. Eh bien, on y est parvenu. Et on n'y est pas parvenu par hasard, on y est parvenu parce qu'on a su convaincre. On a su aller voir les Autrichiens, les Polonais, les Hongrois les uns et les autres, et on a su trouver le bon compromis. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je dis qu'on avance. Et c'est comme ça qu'il faut construire l'Europe de demain. Certains pourraient vous critiquer en disant c'est avancer pour avancer, en fait. La vision n'est pas nécessairement claire. Surtout, par l'exemple que vous prenez sur les travailleurs détachés. Il y a eu beaucoup de critiques à droite comme à gauche. Bon, c'est des critiques politiques, c'est une chose. Mais sur le fond, personne ne semblait vraiment d'accord avec ce compromis. Donc, comment on fait pour unir les gens en leur présentant une Union européenne avec des compromis sur lesquels personne n'est d'accord? Alors, sur le travail détaché, les choses sont claires. On est entre 1 et 2% de la population active européenne. Donc, c'est un sujet qui est économiquement pas le plus essentiel, mais qui politiquement a pris une ampleur importante dès lors que certains mouvements politiques se sont mis à dire l'immigration, le travail détaché tire les salaires à la baisse. Et donc, vous voyez la petite musique derrière, hein, c'est celle de la fermeture des frontières. Si on accepte ce discours-là, derrière, Schengen n'existe plus, derrière la monnaie unique n'existe plus, on rétablit les contrôles aux frontières, on rétablit les barrières douanières et on démantèle l'Union européenne. Et donc, si nous voulons contrer ce discours, il faut aussi faire une démonstration. Soyons exigeants, nous autres pro-européens, démontrons que l'Europe ne doit pas se faire, n'a pas vocation à se faire contre les peuples ou contre les modèles sociaux. Le principe posé par la révision de la directive, il est simple. Un travail égal, salaire égal. Et donc, un travailleur polonais détaché en France pourra continuer à travailler en France. Il devra être payé au même salaire que ses collègues. Et donc, il ne pourra plus y avoir cette forme de dumping social qui, jusqu'aujourd'hui, soyons lucides, existait. La mise en œuvre sera au 1er janvier 2019. On pourra faire les comptes après. Vous parliez d'une Europe solidaire, d'une Europe sociale. Est-ce que ça existe déjà ou c'est encore à construire? Ça existe déjà, mais c'est imparfait. Et c'est incomplet. L'Europe sociale, aujourd'hui, concrètement, c'est un repas sur 5 des Restos du Cœur qui est financé par l'Europe. Et ça, personne ne le sait. Dans l'indifférence générale. L'Europe sociale, c'est aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers de formations qui, chaque année, partout en Europe, sont financées par l'Union européenne. Parce qu'on a un défi qui est celui de la révolution numérique, qui n'est pas un défi français, qui n'est pas un défi italien, qui n'est pas un défi allemand, qui est un défi européen, commun à toutes nos économies. Et donc, cette Europe sociale, c'est un pilier sur lequel il faut construire. Je pense que c'est dans ces enjeux de demain, ça va être la question de la formation, je viens de l'évoquer, ça va être la question de l'intégration des réfugiés. Parce que on a aussi, nous autres Européens, une démonstration à faire qu'on peut intégrer des réfugiés dans nos sociétés. Et enfin, ce sera la question de l'harmonisation. On ne parlera pas encore forcément dès 2019 d'un SMIC européen, mais en tout cas, il faudra dire que la convergence des salaires minima, pour dire qu'en Europe, on ne peut pas vivre et travailler en dessous du seuil de pauvreté. 17 États aujourd'hui, dans l'Union européenne, ont un salaire minimum en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un enjeu et je pense que c'est une conquête sociale qui peut être extrêmement mobilisatrice. Une dernière question, vous tendez vers un fédéralisme ou c'est juste une intégration plus étendue? Alors, j'ai toujours du mal avec ces débats théoriques, pour être honnête. Si le fédéralisme, c'est dire, il y a une entité qui, un peu comme Washington, serait à Bruxelles, prendrait les décisions et derrière, les choses s'appliquent de manière, je dirais, quasiment automatique, c'est pas ce modèle-là. C'est un modèle qui est décentralisé. C'est un modèle, d'ailleurs, où, pour ma part, je défends le siège du Parlement européen à Strasbourg, par exemple. Parce que je pense que c'est important que symboliquement les institutions européennes appartiennent à tous les Européens et ne soient pas uniquement centrées dans une seule ville, si agréable fût-elle. Et donc c'est un modèle, oui, de coopération, d'intégration, mais qui ne renonce pas aussi à cette part de décision commune qui échappe à l'unanimité. Si on décide tout en matière sociale, en matière fiscale, en matière environnementale à l'unanimité, on est condamné à reculer. Et donc il faut accepter qu'il y ait des majorités politiques en Europe, il faut accepter que les élections de mai 2019, pour le Parlement européen, soient des élections politiques,
et qu'il y ait un véritable choix, une véritable alternative qui soit présentée à nos concitoyens. Vous avez compris que c'est ce qu'on prépare. Merci beaucoup, Ryan. Merci à vous. Je rappelle que vous enseignez l'économie à Paris-Dauphine et vous êtes l'ancien porte-parole du parti du président de la République, La République En Marche. Il est 18h50, c'est la fin de notre programme. Merci d'être à l'écoute de Radio. Cette édition a été réalisée grâce à Simon Marty, Bérénice Vazac, Itziar Sylvestre, Lily Moesca et Kirut Pounian. Dès lundi matin, 7h30, c'est Simon Marty de retour dans les studios de la rédaction nationale que vous retrouverez à la tête de la matinale de Radio. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous lundi, 18h, pour une nouvelle édition d'Aimez-vous l'Europe. Très bonne soirée à tous, très bon week-end et à demain. This is your radio. EU Radio.